la scène interprétée par Rochefort et Dupéret, arrivant chez Daniel Delorme, et bon, c'est une scène, c'est du Lubitsch, c'est diabolique ça. C'est-à-dire que c'est la cata, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer, et pourtant, effectivement, les choses vont, sinon s'arranger, en tout cas se reporter, etc. C'est-à-dire que la chose va s'arranger. Je voudrais que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de ça. Comment on construit une scène comme celle-là, qui est, il faut bien le dire, fabuleusement mise en scène par Sautet. Vous avez certainement fait attention au chant contre chant, etc. Bon, très bien. Yves Robert, pardon. Oui, on a tendance quelquefois... Tu peux les confondre. On peut un peu les confondre. Ça n'est pas fait pour leur déplaire. Non, je crois pas. Je crois pas. Raconte-nous ça, la genèse de cette scène-là en particulier. Tu sais, j'aimerais beaucoup te donner satisfaction et puis quelque part me vanter. Et alors, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand j'ai dit que j'ai trouvé dans un virage qui descendait d'une montagne à l'autre en allant chez Claude Sautet dans le Midi, le mot femme pour femme je vous aime. C'est vrai, je me rappelle ça. Mais très souvent, encore une fois, les idées viennent par le travail, par la recherche. Par exemple, dans un de ces deux films, je crois que c'est le premier, non, c'est enfin, dans Un éléphant, ça trompe énormément. Il y a il y a la scène de l'aveugle dans la brasserie. Oui, les brasseurs. Eh bien, c'est venu comme faux ça. aveugles. Yves était quelqu'un de très chaleureux, très généreux, très fraternel et paternel à la fois, sans paternalisme. Et il m'emmenait déjeuner dans des bistrots qu'il connaissait, évidemment, il en connaissait beaucoup. Et on allait tous les deux, très souvent pour parler de notre scénario, et puis d'autres fois pour la vie. Comme ça, c'est une chose que je regrette, que je ne me retrouve pas toujours. Maintenant, chacun court après sa propre vie, court après son propre ballon, et il fait moins de passes. Et là, avec eux, notamment avec Yves Robert, puisqu'on parle de lui, on se voyait, il connaissait ma vie, je connaissais la sienne, elles étaient tricotées les unes dans les autres. Il arrivait le matin, quelquefois, dans le petit appartement que j'habitais, mes enfants étaient, mes garçons étaient petits, Clémentine vivait avec sa maman, mais quand ils étaient tous les trois, les enfants, à la maison, ou tous les deux, simplement les garçons, Yves sonnait à la maison vers 10h30, 11h. Là, il arrivait de sa campagne que tu as bien connue, le moulin de la Guéville, près de Rambouillet. Alors les enfants couraient lui ouvrir. Il arrivait avec des grands paniers, pleins de fruits, pleins d'œufs fraîchement cueillis au cul des poules. Parce que c'est un jardinier formidable. C'était la vie ensemble. À part le fait qu'on ne partait pas en vacances ensemble, on était au travail et en vacances à Paris quelquefois ensemble. Alors un jour, Yves me raconte une histoire comme ça, mais ça n'a aucun rapport avec notre travail. Il me dit, quand j'étais jeune homme, on avait fait une blague avec des copains, on avait 20 ans, 22 ans, dans un bistrot qui s'appelle le Royal Saint-Germain, je me rappelle, il me dit ça. On était là, on a fait un truc un soir, on avait un peu bu les coups, et on s'est dit, on va faire l'aveugle. Et il me raconte l'histoire de l'un d'eux qui se fait passer pour un aveugle et qui fout les choucroutes par terre, etc. Bon. En entrant dans le restaurant. Et je lui dis, Yves, je trouve ça tellement drôle, il faut absolument que je l'écrive, que je l'inscrive, que je l'incruste dans le scénario. Alors là, c'est une question de travail. Il fallait pouvoir, pour que ça ne soit pas un sketch au milieu du film, il fallait justifier la venue de ce moment d'aventure qui devait faire rire les gens, qui les a fait rire, et pas que ça devienne, tiens, si on faisait l'aveugle. Et qu'avons-nous fait ? J'ai dit à Yves, je vais essayer de mettre ça. On n'était pas encore au stade de l'écriture, on était encore au stade du travail debout, là, à écrire sur les murs, à faire des dessins, des croquis. Et je lui dis, au début, le personnage de Bouli de Lanoux, qui est tombeur, coureur, tombeur, etc., il la sec parce que sa femme vient de partir en emportant tout, et comme il dit, scandaliser même les ampoules du plafond, et ils savent pas comment le distraire. Il a un cafard noir, évidemment. Il dit mais ça va, il pleurniche, et ils savent pas comment le distraire le soir. Alors il lui propose, est-ce que tu veux aller à la piscine? Non, je suis pas sale. Est-ce que tu veux aller voir les filles? Oh non, alors non, bon, je sais pas quoi, etc. Enfin, il refuse tout. Et l'un d'eux, je sais plus, ses brasseurs, dit si on lui faisait l'aveugle pour le faire rire, pour le ramener le rire sur son visage. Et c'est à ce moment-là que
le petit Bedos, comme on l'appelait à l'époque, Nolens-Volens se fait entraîner pour accompagner le voyou brasseur avec sa canne blanche, et ils arrivent et ils foutent tout par terre, les verres, etc. Pendant que derrière la vitre, Rochefort et Lanoux se mettent à rire parce que ça les fait trop rire, l'histoire, tu vois. Alors c'est comme ça, c'est par le travail en fait que les choses viennent. Évidemment, on a la chance quelquefois de trouver des mots, des images, des scènes, mais je sais pas, la scène du gigot dans Vincent François Paul et les autres, qui est moi notre film que je préfère avec Claude, eh bien c'est venu de quoi très souvent on était des tables nombreuses, notamment chez Yves Robert et Daniel Delorme, où tu t'es trouvé plus d'une fois avec les uns les autres mélangés. Il y avait des histoires, les femmes qui s'en prenaient aux hommes, les hommes qui prenaient des colères, qui partaient dans le jardin, les enfants qui tombaient, des trucs comme ça. Et on avait envie qu'il y ait à un certain moment un clash, un drame entre cet homme, cet ancien étudiant en médecine plutôt de gauche, comme aurait dit Bedos, plutôt de gauche, et ses amis, parce qu'il est devenu riche chirurgien propriétaire d'une clinique à Neuilly. Et en parlant avec Claude, parce que Claude Sautet, c'était un acteur rentré. Claude Sautet, à la maison, on travaillait souvent, la plupart du temps, d'ailleurs tout le temps chez moi, et à certains moments, il se mettait, on imaginait des scènes, il commençait à jouer tous les personnages, dans César et Rosalie, César, Rosalie, Samy Frey, David, etc. Et il dit ci, il lui dit ça. Quelquefois, j'avais juste le temps de me baisser pour pas prendre une claque, parce qu'il dit, ah là, mon temps arrive vers elle, paf, il en met une. Bon, il se met à pleurer en faisant remis, enfin pas en faisant remis, en disant alors Rosalie, pour elle c'est trop fort, tu comprends? Là, il se mettait à pleurer devant moi. À certains moments, il me nourrissait tellement. Combien de fois c'est arrivé que je disais mon Claude, si il fumait ces affreuses gauloises bleues là, on pestait toute la maison avec ça, puis c'était mauvais pour sa santé. Je lui disais va t'en fumer une dehors, parce que moi j'en peux plus. J'arrive à un moment d'apoplexie, j'ai besoin d'être un peu seul pour prendre des notes et commencer à bâtir la scène que j'écrirai peut-être ce soir, peut-être demain, etc. Mais arrêtons, et surtout toi, arrête, c'est trop fort. Je me rappelle la scène du gigot, comment il me l'avait joué alors qu'il n'y avait pas encore de gigot, il n'y avait pas encore de dialogue évidemment, mais il m'avait joué la honte de Reggiani qui était allé trop loin, la fureur de Piccoli, le côté spectateur narquois et trop silencieux de Montand, le regard en biais des femmes, il jouait tout ça. C'était merveilleux. Et quant à Yves Robert, lui qui était comédien professionnel, alors c'était un très bon lecteur. Lui, il lisait les textes, comme Jean-Paul Rapneau, par exemple, qui lit les textes à ravir, les partitions des femmes, les partitions des hommes, là, d'autres sortes d'artistes. Tout ça pour répondre, en passant par l'enjumeau, à ta question sur l'inspiration. Comment est venue cette idée? Comment est venue l'idée de l'anniversaire avec le sauvetage par Claude Brasseur? Je me rappelle, j'ai cherché, comme j'aurais cherché pour une pièce ou pour un sketch, j'ai cherché la situation, la surprise et le coup de théâtre, le renversement. Ça m'était venu tout à fait à la fin. C'est comme pour César et Rosalie, la fin m'est venue à la fin. On ne savait pas comment terminer notre histoire. Et puis tout d'un coup, on a trouvé cette idée des deux hommes qui ont fait amis, qui font la cuisine ensemble et qui la voient revenir. Et on se demande, moi je ne me demande pas pour qui revient-elle, pour Montand ou pour Samy, mais c'est, je dirais, tout à fait humblement, c'est le travail, quoi. C'est le travail. Comme quand on fait une chanson, c'est le travail, chercher. Je voudrais que tu nous parles un peu de Montand, parce que Montand, Sautet et toi, ça fait une sorte de trio. Est-ce que tu te souviens de cette... tu m'as raconté ça il y a bien longtemps, mais j'ai jamais oublié. De ce qui s'est passé au moment du tournage de cette scène que vous avez probablement tous en tête, de la partie de poker qui dure toute la nuit chez Montand et Romy Schneider. Vous avez peut-être ça en tête. Il est 3 heures du matin, elle a servi des sandwichs, des machins, du cognac, des trucs. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Et elle sort de la pièce.
Et à peine est-elle sortie de la pièce que Montand gueule « Rosalie, Rosalie !» etc. Bon, elle est sur son escalier. Tu nous fais de la glace, mon chéri. Et alors, il y a une chose que je trouve, je trouve très significative. Tu avais écrit Rosalie, Rosalie. Alors, il se passe rien ou rien tout de suite. Et là, il se tourne vers ses 3 copains avec qui il joue au poker et il dit « Ah, elle est emmerdante !» Non, bon. elles sont emmerdantes. Et voilà, voilà. Et tu as changé au moment du tournage, et c'est beaucoup plus fort. C'est devenu vraiment un réflexe machiste. Et il dit effectivement, ah, elles sont emmerdantes. Et oui, parce qu'il est avec son petit seau à glace en l'air. Rosalie, tu nous fais de la glace, mon chéri. Rosalie. Elles sont emmerdantes. C'est pas bien. Et alors, rappelez-nous cette histoire qui s'est passée au moment du tournage de Garçon. Vous avez eu des mots, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il est venu te voir un matin. Bon, c'est une histoire ancienne. Mais, je sais pas, il t'avait... tu lui avais donné des scènes et il avait dit « Ah, c'est bien mon Jean-Loup, c'est bien, allez, je te mets 12 ou 13. » Alors, tu avais été très vexé. Bon, qu'est-ce que c'est que ce connard qui me met des notes, etc. J'aurais dit, jamais, même pas pensé ce connard pourri. Oui, enfin bon, qu'est-ce qui m'emmerde, etc. Alors, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être un peu poussé. Et ce que tu m'as raconté, ou quelqu'un me l'a raconté, je ne sais plus, mais enfin peu importe, le lendemain matin à 8h, il sonne chez toi, il était habillé en garçon, puisqu'il était garçon, et il t'apportait des croissants et des petits déjeuners le matin. Non, c'était pas des croissants, c'était, à vrai dire, c'est beau comme les histoires voyage, c'était le contraire. J'avais rendez-vous chez lui pour lui parler du scénario et du personnage. Il m'avait donné rendez-vous un jour, mettons, à 2h de l'après-midi, chez lui, dans ce qu'ils appelaient avec Simone la roulotte, c'est-à-dire cette place Dauphine, place Dauphine, au Pont-Neuf. Et parce qu'il m'avait dit une chose que j'avais trouvé pas bien. J'avais dit, comment tu peux parler comme ça, surtout de tes camarades? Parce qu'il était quelque part, il était humilié pendant un certain temps à l'idée qu'on lui faisait jouer ce qu'il appelait un loufia, un garçon de café. Tu comprends, les gens vont se dire Montand. Ah, alors Montand, il passe les plats, il me mimait le type qui fait des courbettes avec ses plats comme ça. Et non, et pourquoi vous ne le donnez pas à Yves Robert? Parce qu'il y avait toujours eu entre eux, c'était des vieux copains, des vieux amis, mais il y avait toujours eu une rivalité qui tenait aux femmes. Les 2 femmes, Simone Signoret et Daniel Delorme, s'aimaient beaucoup. Mais il y avait quelque chose entre les deux, entre les 2 hommes. Quand Yves Montand nous a refusé au dernier moment Salut l'artiste, parce qu'en fait, il voulait faire un autre film à la place. Il nous a dit non, les gens ne croiront pas. C'est la même chose. Les gens ne croiront pas que Montand fait la queue dans un couloir pour passer des auditions avec son imperméable. Ils ne croiront pas. Non, fils, crois-moi. Tu te le mets là. Il me disait toujours, il me filait des claques derrière la nuque. Tu te le mets là et tu y penses. Bon, alors, moi, évidemment, je lui disais toujours, non, j'ai pensé que tu serais formidable dedans. Et puis, vraiment, à 8 jours du tournage, il nous a fait un sale coup. À 10 jours du tournage, il a fait dire par son agent que finalement, il ne le ferait pas. Et pour Garçon, ça recommence. Et il nous fait ça au dernier moment. Et pourquoi vous ne le donnez pas à Yves Robert? C'est très gentil. Lui, il pourra jouer un loufia, pas moi. Pas moi, le grand Montand. Alors, ou alors, il avait trouvé un autre acteur alors vraiment carrément de 2e rôle, qui était un très bon acteur, dont je ne me rappelle pas le nom sur le moment. Donnez-lui à lui, là. C'est comment? Pas Montand, quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens, etc. Alors, il voit que je masque un peu, et puis que je l'attaque faut que je l'attaque. Il sent que dans mon cœur, je l'attaque sur un plan où il se voulait inattaquable, c'est-à-dire la société, les rapports avec les gens, il n'y a pas ceux d'en bas et ceux d'en haut, etc. Et il me donne rendez-vous chez lui. Viens quand même me voir, fils. Et je me rends chez lui à 2h, ce fameux jour, place Dauphine. Je sonne, il se passe un temps, il m'ouvre la porte, il était en garçon de café, tout en blanc, avec le gilet noir, comme ça, et son plateau. Entre, mon fils. Là, pour me montrer qu'il pouvait le faire. Comme ça. C'est une petite histoire, mais c'est des acteurs. On a avec eux quelquefois des choses absolument
étonnante, stupéfiante, quelquefois bouleversante, quelquefois enfantine. Et mon temps, il était comme ça. Il était je me rappelle quand on était dans ce qu'on appelait à l'époque les rushs, c'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain des tournages, on était tous dans une salle de projection pour voir plusieurs prises des plans qui avaient été tournés la veille ou l'avant-veille. Là, il revenait des Bahamas, c'était avec Jean-Paul Rapneau pour Le Sauvage. Et à un moment, Yves Montand, comme Catherine Deneuve lui démolit son radeau, il n'a pas d'autre solution, son personnage, que de sauter à l'eau, se jeter dans l'eau. Alors Yves avait très peur de l'eau, il n'était pas très bon nageur, on avait mis 20 tonnes de grenouilles dans l'eau qui était haute comme ça, hein, pour le rassurer. Et puis il se lançait, il plongeait, il se jetait à l'eau. Donc, alors on voit les rushs, puisqu'ainsi cela s'appelait, en salle de projection. Et lui, il était là avec le chef opérateur, un homme merveilleux qui s'appelait Pierre Lhomme, et puis Catherine, Jean-Paul Rapneau, moi, puis quelques-uns de l'équipe technique, et on passe 20 fois, 20 prises de Yves se jetant dans l'eau. Nous, on savait qu'elle était comme ça. Il jette. Et puis, au bout d'un moment, il se tourne vers nous et il dit « Il plonge bien, hein ?» Parce que comme la plupart des acteurs et des actrices, ils parlent de leur personnage en disant « il » ou « elle ». Ouh, il plonge bien, tu as vu, fils? Alors là, c'est enfantin, des choses enfantines. Et puis d'autres qui nous font moins rire quand tu es... Enfin, la scène la scène automobile où Samy Frey le double, c'est formidable, ça. Ah, puis Romy a une courte autorité de grande actrice. Ouais. Non, tu ne racontes rien. C'était formidable. Alors, dans Nous irons tous au paradis, il y a cette fameuse partie de tennis historique. Et je crois que tu t'étais inspiré là de certains de tes amis, qui pour d'autres étaient les miens d'ailleurs, pour certains, et que tu les avais vus jouer au tennis. Et le tennis révèle beaucoup de choses, bien entendu. Bah, c'est-à-dire que, bon, c'est pas me vanter que de dire que le tennis était mon idée, puisque c'est un sport que j'aime, que je pratique, que je pratiquais. Et tous les samedis matins, on était une petite bande de jeunes, là, Pierre Mondy, Bertrand Poirot-Delpech, Pierre Bouteiller, Alain Sard. Alain Sard, qui jouait très bien au tennis, moi-même, pour faire des doubles. Enfin, on jouait un double, et comme il y avait toujours un ou deux manquants, on se retrouvait toujours 4 pour jouer de 10h à midi, je me rappelle, et puis on déjeunait sur place. Et alors je m'étais inspiré évidemment de toutes nos blagues, nos farces, nos mauvaises foi, enfin tout ce qui peut se passer entre des copains. Parce que au départ, le problème, tu vois, je parle du travail, tout est travail. Le problème, c'était, on avait décidé de faire un film avec 4 acteurs qui ne soient pas des acteurs patrons, qui disent, moi, il faut me encadrer là, il faut faire, etc. Mais des copains à nous, et avec lesquels, moi, je pouvais écrire mon scénario en liberté, le bâtir avec Yves, qui ne nous ferait pas d'histoire, qui ne serait pas trop cher pour la production, et qui avait le même esprit rieur que nous, à peu près. Alors, je me rappelle, Yves m'avait dit, et toi, tu connais quoi? Qui comme acteur? Moi, je connais Bedos, et puis Claude Brasseur. Et toi? Ah, moi, j'ai mon Jean-Jean, et c'est ainsi qu'il appelait Jean Rochefort, avec qui il a tourné beaucoup de films, et qui était un grand ami d'Yves, avant de devenir notre ami à tous les deux. Et puis, on a mis du temps, c'est Yves Robert qui a trouvé Victor Lanoux pour faire le 4e. Et là-dessus, comment faire, ça a l'air simple quand on l'énonce, mais comment faire pour que 4 hommes d'une bonne quarantaine se retrouvent au moins une fois par semaine en l'absence de leur femme? Et pourquoi faire? Alors, la partie de cartes, c'est pris. Hein, je ne sais pas ce qu'on avait trouvé encore qui était pris, enfin, qui était déjà balisé dans le cinéma français ou étranger. Et puis, donc c'est moi qui risque cette idée, qui dit, moi je vois avec mes copains, on se retrouve tous les samedis à jouer au tennis. Les femmes ne sont pas là, ça c'est sûr. Elles nous attendent à la maison où elles vont faire leur partie de leur côté. Et d'ailleurs, on m'avait demandé un journal qui n'était pas Pariscope, mais un petit journal comme ça. À ce moment-là, il demandait, ce qui était très difficile, qu'on résume
en 1,5 ligne en italique le film. Pour après, eux, ils mettaient le prix, les horaires, les séances, etc. etc. Alors, c'est un des exercices les plus compliqués que je connaisse. Déjà, comme j'ai dit à ma fille Clémentine, ici présente, qui m'a donné un travail très difficile, très passionnant à faire, où il s'agit de faire des synopsis de films que tu n'as pas encore écrits, tu vois, pour résumer et d'une manière alléchante, si possible, un film dont tu n'as pas encore l'idée. C'est quand même, ça paraît un peu le monde à l'envers, mais enfin bon, il fallait le faire. Et je me rappelle que pour Nous irons... Un éléphant, ça trompe énormément. J'avais trouvé, c'est l'histoire de certains hommes avec certaines... C'est l'histoire très agitée de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs. Ça me faisait 1,15 lignes et ça allait très bien. Et donc, on se dit, je dis à Yves, on pourrait les mettre en culotte courte. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que pour que des hommes redeviennent des enfants pendant un moment de leur vie, dans la semaine, quel que soit leur métier. Et j'avais fait exprès de choisir des métiers très différents, un garagiste, un homme médecin, du Quai d'Orsay, un médecin. Bon. Alors je dis, il n'y a rien de mieux que de les mettre en culotte courte dans un vestiaire et puis qu'ils jouent au tennis ensemble. Après, ça a été une autre histoire. Pour faire doubler Guy, mon Guy Bedos, qui ne savait pas du tout tenir une raquette, et tout, on l'a fait doubler par un deuxième série. Enfin, c'est des choses assez marrantes de tournage. Mais, et alors, Yves, qui était à la fois très consciencieux, Yves Robert, et à la fois qui aimait la compagnie, il aimait ses acteurs, il aimait son auteur, c'est un homme d'une tendresse infinie. Il est venu voir nos parties. Il se mettait sur la chaise arbitre, je me rappelle toujours, il voyait nos parties, et il voyait quand, pour faire marrer entre nous, évidemment, quand, je sais pas, Pierre Mondy servait, qui mettait une balle planine, et que je disais « Faute ?» Comment faute? Attends, tu me le dis à moi? Alors Pierrot, ça me prochait du filet. Par exemple, Jean, regarde-moi dans les yeux. Elle est faute, cette balle? J'ai dit, tu nous l'as refait au ralenti, tu vas voir qu'elle est faute. Enfin, des trucs comme ça. Parmi les bêtises qu'on échangeait, et Yves, ça l'enchantait. Et il m'a poussé dans l'écriture autour de... Alors là, on a commencé à travailler, à inventer de Lanoux, de Bouli, les rapports de Guy avec sa mère, Villalonga, etc., etc. Voilà. Le travail, mais c'est toujours mieux quand on travaille avec quelqu'un qu'on aime et qui vous aime et avec qui on partage des émotions et des rires. Oui. Moi, voir Claude Sautet se mettre à pleurer, devenir cramoisi et me lancer des baffes dans l'air que je pouvais à peine éviter, ça m'inspirait, ça c'est sûr. Et Yves Robert, les rires aux larmes qu'il avait, et pourtant on est très sérieux dans ce travail. C'est comme lorsqu'on nous dit « Oh, les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont dû rire en tournant ça ?» Pas du tout. Les acteurs sont très sérieux quand ils sont très concentrés avant une scène. Quelquefois, on voit quand il y avait ces belles émissions intéressantes, Monsieur Cinéma ou je sais pas quoi. On voyait quelquefois des tournages avec les acteurs dans leur fauteuil, avec leur nom derrière, en train de travailler sur leur script. Et ils sont très concentrés, très sérieux. Ils plaisantent pas du tout ensemble, pas du tout. Et après, on a l'impression que à l'écran, quand ils sont là, ils font ça comme une grande fantasia, mais ça n'est pas vrai. C'est du travail, de la concentration, de la réflexion, et voilà. On a parlé de scénario, mais il y a un élément essentiel qui là est vraiment de ton fait et de ton fait seul, c'est le dialogue, les répliques. Quand Montand dit à Romy Schneider il est sympa ton copain, je lui foutrais bien un marron. Bon, c'est une réplique. Et ce qui fait, je crois, la singularité de ton apport, il y a eu des très grands scénaristes avant toi, il y en aura sans doute après, il y en a encore aujourd'hui, mais des gens magnifiques, des gens comme Charles Spack, par exemple, et tant d'autres. Bon, mais il me semble que là, peut-être est-ce le théâtre, peut-être est-ce la chanson, mais tout ça culmine au cinéma dans les répliques que tu donnes à des gens que tu adores et qui, quelquefois, peuvent t'énerver un peu, on le sent. Montand est un peu exaspérant de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est Montand. Et il y a quelque chose qui passe là, d'une espèce d'empathie. Tu parlais de celle d'Yves Robert, la tienne ne l'est pas moins. Non, en fait, Montand m'a jamais exaspéré. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, mais je me servais de son tempérament pour lui donner à ses personnages la mauvaise foi
qu'il pouvait avoir dans la vie, les exagérations qu'il pouvait avoir dans la vie, le côté un peu presque à la limite du dessin animé, quand il faisait des double takes comme ça, Oui. il voyait passer... Et je m'en servais. Parce que moi, j'écris des dialogues, mais j'écris beaucoup aussi les silences. Enfin, on parlait tout à l'heure, on en parlait avec les didascalies. Donc, oui, des acteurs comme lui, comme Piccoli, acteurs très profonds. Encore une fois, les souffleurs des auteurs. Romy, je lui écrivais certaines, sans en abuser surtout, certaines répliques où exprès j'entachais, si j'ose dire, ces répliques à nouveau de son accent d'origine. Un jour, elle a une scène dans une histoire simple avec Bruno Kremer, et elle dit, après ça me plaisait beaucoup parce que les gens disaient que c'est bien que Claude Sautet ait laissé tourner quand elle s'est trompée, parce qu'il lui dit, Kremer, dans nos bistrots enfumés, comme on les aimait, lui dit, tu bois encore un coup, ils sont au bar. Elle dit, ah non, ça va comme ça. J'ai déjà bu trop maintenant. Et puis elle se reprend, elle dit, comment est-ce qu'on dit? J'ai déjà trop bu maintenant. Alors les gens disaient, c'est merveilleux parce qu'il a gardé ça. Non, c'était écrit. Ah, c'est magnifique. C'était écrit. Et elle, actrice de haut niveau, elle disait le texte au rasoir. Alors, encore une fois, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. Les acteurs vous inspirent ces choses-là. Romy, elle m'inspirait par ses colères qu'elle avait, par sa passion totale dans la vie, par ses excès. Et Montand, non, il m'exaspérait pas. Il m'énervait un peu. Oui, quand il nous laisse tomber pour un film au dernier moment. Enfin, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé une fois pour Salut l'artiste. Ça nous a valu de passer des jours heureux avec le grand Marcello Mastroianni. Mais enfin, comme sur le moment, on l'avait sec, évidemment. Mais Montand, oui, c'est pareil. César et Rosalie, je ne vois pas qui aurait pu jouer de manière aussi magistrale le personnage de Montand, c'est sûr. Tout ce qu'il dit, quelquefois, on a l'impression qu'il l'improvise. Non, la partition est écrite, mais comment il l'interprète?